Philippe Charlier, bonjour. Vous êtes spécialiste de médecine légale, vous enseignez d'ailleurs dans l'université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes paléopathologue, enfin spécialiste de paléopathologie, on va en parler, d'anthropologie médicale. Alors vous avez écrit un certain nombre de livres qui ont été des grands succès, Médecin des morts, le roman des morts secrets de l'histoire, les secrets des plus grands crimes de l'histoire. Vous avez plusieurs surnoms, alors le médecin qui fait parler les morts, l'Indiana Jones des cimetières, et puis le surnom que vous vous donnez vous-même, Doc trop tard, hein, sur Twitter, parce que c'est vrai que vous arrivez un peu tard, puisque vos patients sont morts depuis longtemps généralement. Exactement, mais malgré tout, médecin toujours, parce que je les considère comme des patients à part entière, autant les momies qui nous entourent, qui sont du XVIIe, XIXe siècle, que les patients de médecine légale que j'autopsie tous les matins. Ce sont des patients. Pour vous, de toute façon, les patients sont morts, quoi. Donc, voilà. Que ce soit une mort récente ou une mort ancienne, ça ne change pas évidemment beaucoup de choses, aux yeux du médecin en tout cas. Aux yeux du médecin, mais on doit quand même avoir la même application à donner une cause de mort, à retrouver le dossier médical de l'individu, parfois son carnet de santé, faire des liens entre squelettes ou entre carbonisés ou autres personnes. Alors, on est là dans un lieu où il y a une exposition formidable dont on parlera, qui est liée à votre spécialité, donc notamment l'étude des crânes, l'étude de cadavres, enfin... De fragments corporels, de momies. Mais d'abord, alors, je voudrais savoir comment un peu est née votre vocation. Vous êtes d'une famille votre père était médecin, je crois, votre mère pharmacienne. Exact. Qui était très cultivée, hein, vous lisez l'Iliade, l'Odyssée, enfin, j'ai lu ça. En fait, c'est un mélange à la fois de culture, on va dire, humaniste et scientifique qu'ont essayé de me transmettre mes parents. Et du coup, j'hésitais beaucoup entre archéologie et médecine, ou du moins entre anthropologie et médecine. Finalement, j'ai réussi à faire les deux, parce que les deux me semblent extrêmement complémentaires. Quand je fais de la médecine légale, j'utilise des techniques archéologiques, surtout sur des squelettes retrouvés sur des chantiers de construction ou des fragments corporels qu'on retrouve en forêt. En revanche, la médecine légale est extrêmement importante aussi pour l'archéologie. Quand je suis sur un terrain de fouille archéologique ou dans un musée, eh bien, mes collègues sont bien contents que je sois médecin aussi, d'une part pour soigner leurs petits problèmes médicaux, leurs tracas quotidiens. Et ça, tout ça un peu. Exactement, voire pire. Et puis aussi pour retrouver les diagnostics médicaux sur des momies de plusieurs siècles ou de plusieurs millénaires. Ça permet en fait de savoir sur le plan de la recherche fondamentale comment naît, comment vit et comment meurt une maladie. Également comment s'interpénètre une maladie l'une avec l'autre. Par exemple, la lèpre et la tuberculose qui se chassent l'une l'autre. Et ça, c'est vraiment intéressant et ça aide également les vivants. Les morts sont vraiment utiles aux vivants. C'est une notion que j'essaye d'inculquer à mes étudiants. Les morts sont utiles aux vivants. C'est pas juste une sorte de curiosité intellectuelle. Non, c'est pas une passion, c'est un métier à part entière. Alors, je reviens quand même parce que vous avez en effet une particularité aussi. Vous êtes médecin, donc vous avez fait une thèse de médecine, mais vous avez fait aussi... Vous avez fait de l'histoire, vous avez fait une thèse de lettres, vous êtes en train de terminer une thèse de sciences. C'est incroyable, quoi. Vous êtes une sorte d'Onatome du XXIe siècle. Mais merci du compliment. Non, mais comment on n'en fait plus quand même? C'est gentil à vous. En fait, j'essaye d'avoir non pas des connaissances encyclopédiques, ça serait vain et puis ça serait prétentieux. J'essaye vraiment d'avoir des connaissances un petit peu meilleures dans ces domaines qui font en effet le médecin dans sa globalité. Ma thèse de sciences est en spécialité d'éthique sur le statut du corps mort et vous imaginez bien que c'est la confluence entre l'anthropologie et la médecine légale. Que sont mes patients? Quel est leur sens? Comment améliorer mes pratiques et éventuellement celles des autres pour la rendre encore plus humaine, plus respectueuse? Est-ce qu'il faut outrepasser le droit des malades pour faire les autopsies pour le bénéfice de la collectivité ou au contraire s'arrêter et respecter l'humain? En gros, vous mourrez. Est-ce que je ne souhaite pas? Est-ce que j'ai le droit de me jeter sur votre dépouille au bénéfice des autres pour savoir si votre médecin ne s'est pas trompé, si votre médecin a fait le bon diagnostic ou améliorer le traitement pour les gens qui auraient la même maladie que vous? Ou est-ce que je dois au contraire respecter votre volonté d'intégrité corporelle de je ne touche pas au corps de Patrice Carmouze? Voilà la question. Vous passionnez d'ailleurs pour l'éthique aussi. Enfin, c'est une vraie branche de vos activités. Hein. Tout à fait. Et c'est quand on touche à des corps anciens, par exemple les corps qui nous entourent, est-ce que j'avais le droit de les présenter? En l'occurrence, oui, parce qu'ils étaient déjà présentés à l'origine, au XVIIe, XIXe siècle, dans des églises. Ces gens-là, tous ceux qui nous entourent, sous la forme de ces squelettes, ont payé l'église pour être momifiés et présentés comme des memento mori, comme des exemples, on va dire. Souviens-toi que tu vas mourir. Voilà, nous ne sommes pas grand-chose. Alors les corps ont été bénis en partant d'Italie, ils ont été bénis en arrivant ici en France, parce que ce sont des corps sous une
on va dire, une bénédiction religieuse, sous une protection religieuse, sans être cubéné du tout, hein, mais c'est juste Bien sûr, un respect des croyances. Voilà, donc là, je n'ai pas l'impression d'outrepasser le droit des morts, contrairement à d'autres expositions qu'on a pu voir, de plastination ou autres, qui étaient assez sulfureuses, on va dire. Alors, donc il n'y a pas de hiatus, il n'y a pas entre votre métier de médecin légiste que vous exercez, je ne sais pas, le matin dans votre service, et puis les livres d'histoire que vous écrivez ou les recherches que vous écrivez. C'est la même chose. Il y a une continuité, vraiment. Continuité. Non, je dis ça parce que parfois, peut-être, je ne sais pas, dans l'université, où il y a des gens qui disent mais qu'est-ce qu'il fait non, on s'interroge peut-être. Oui, forcément, tout le monde s'interroge et tout le monde a le droit de s'interroger. On a le droit de s'interroger, bien sûr. Il y a une continuité. D'une part, parce qu'avec ces livres d'histoire, j'ai deux buts, en fait, histoire et grand public. La première, c'est diffuser l'information scientifique au grand public. Quand on publie un article scientifique sur l'authentification de la tête de Henri IV ou l'authentification des restes d'Agnès Sorel ou Diane de Poitiers avec la cause de leur mort, allez, c'est lu par 1000 personnes à peu près dans le monde, dans des revues scientifiques, en anglais, etc. Vous avez d'ailleurs commencé souvent à publier des articles dans des revues scientifiques. C'est obligatoire. Avant de c'est obligatoire. Faire des livres grand public. Hein. Mais justement, je trouve que c'est une frustration de ne publier que là-dedans. Et surtout, nous sommes des chercheurs payés par la collectivité. Donc, on a un devoir de rendre cette connaissance au grand public. Et puis, désolé, mais j'aime partager mon savoir. Enfin, savoir, je le dis pas d'une façon prétentieuse. Mais ces connaissances acquises collectivement, j'aime les partager. Et puis, l'autre chose aussi, c'est qu'à chaque fois que je fais des recherches historiques, c'est toujours centré sur l'histoire de la pratique médico-légale, l'histoire de la pensée du cadavre, du statut du corps mort, comment le cimetière, par exemple, au XIXe siècle, qui est un des travaux sur lesquels je me penche en ce moment, comment le cimetière à la fin du XVIIIe siècle devient un endroit, une nécropole qui est fermée la nuit, où on n'a pas le droit de rentrer, et d'ailleurs généralement sans plaque, sans rien du tout, où on connaît, pas anonyme, du moins on ne se souvient pas exactement du lieu de dépôt du mort. Et là, à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, on rentre dans un cimetière qui est romantique presque, avec un endroit ouvert, un petit peu comme deviendra le Père-Lachaise plus tard, où on plante des arbres, où on met le nom des morts, où on fait des beaux tombeaux esthétiques et qui sont là comme marqueurs de prestige pour la lignée ou pour la famille. C'est le statut de la mort qui change, enfin. C'est le statut du mort et de du la mort. mort et de la mort et du cimetière aussi qui devient un monument à part entière. Vous voyez, ça, ce sont des questions que je trouve intéressantes. Et qui sont presque des questions qui dépassent même la science. Enfin, Tout à fait. On est donc dans cette université de Versailles-Saint-Quentin, où je disais vous enseignez, et qui va avoir la particularité, plutôt que d'avoir un CHU comme beaucoup d'universités, d'avoir des laboratoires. Oui. Est-ce qu'il va y avoir un laboratoire de paléopathologie dans cette université, par exemple, ou de médecine légale Je le souhaiterais beaucoup. Il va d'abord y avoir un laboratoire de microscopie qui permettra en pratique d'aller plus loin que le simple œil nu. On va plonger à l'intérieur des cellules ou à l'intérieur des tissus pour identifier des maladies ou trouver des parasites, des bactéries ou des choses comme ça. L'autre chose aussi, c'est oui, j'aimerais bien qu'il y ait un laboratoire d'histoire des maladies plus que d'histoire de la médecine. L'histoire de la médecine, c'est quelque chose qui est assez livresque, qui est un tout petit peu détaché de la médecine clinique, la médecine hospitalière, on va dire. Et moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'histoire des maladies ou l'histoire des pratiques médico-chirurgicales, c'est-à-dire ce sur quoi le squelette ou la momie peut avoir son sens et peut avoir son intérêt. J'espère que dans ces locaux, oui, une telle structure trouvera sa place. Vraisemblablement, oui. Dans la pratique de cette médecine légale, enfin, évidemment, les techniques ont considérablement évolué. Oui. Vous avez des matériaux aujourd'hui, enfin, des moyens d'analyse qui sont... Alors, pour les examens complémentaires, ça a énormément évolué. Pour la microscopie, le scanner, tous ces examens post-mortem. L'ADN, enfin, exactement, etc. Tout à fait. Mais en revanche, la façon d'autopsier, c'est la même depuis Ambroise Paré. C'est ça. Quelques petits aménagements qui datent de Virchow, on est au 19e siècle, c'est un Allemand, mais en pratique, je découpe mes cadavres tous les matins, mes patients, exactement comme Ambroise Paré découpait les siens au XVIe siècle. Là, il y a vraiment une continuité, on va dire, du geste. Et ça, je trouve ça magnifique. Je pense sincèrement à Ambroise Paré tous les matins quand je fais une autopsie. Une sorte de tradition comme ça, enfin, c'est une tradition dans tous les sens du mot. Hein. Voilà, oui, une tradition dans le bon sens du terme en l'occurrence. Rassurez-vous, c'est une science qui évolue énormément, mais plus dans les examens complémentaires. Est-ce que vous vous intéressez par exemple aux erreurs judiciaires ? Oui, les erreurs judiciaires, ou du moins j'essaye de mieux comprendre des conclusions judiciaires. Ou des conclusions judiciaires, oui. Sachant que la période du 19e siècle, 20e m'intéresse beaucoup moins que les périodes plus anciennes, le 17e, 18e. Oui, ça m'intéresse plus. Alors, évidemment, il y a une affaire qui a fait... Flores. Oui, Flores, si on peut dire, c'est l'affaire non pas du crâne, mais de la tête d'Henri IV.
qu'on a retrouvé. Alors, l'histoire de la façon dont on l'a retrouvé, c'est une histoire époustouflante d'ailleurs. Hein. Oui, c'est presque abracadabrantesque. Cette tête se promenait chez un particulier, enfin, si je peux dans dire. Un meuble dans un meuble en formica, dans une cuisine, etc., pas très loin de Chartres. Tout à fait. En fait, elle est issue du pillage des tombeaux des rois de France à la basilique Saint-Denis en 1793. Et là, vraisemblablement, elle a été volée par Alexandre le Noir. Elle s'est baladée un petit peu partout en France jusqu'à échouer au début du XXe siècle à Drouot lors d'une vente aux enchères. Et là, elle est achetée par Bourdet, qui est un brocanteur, qui est persuadé d'avoir acheté la tête d'Henri IV. Il avait raison, mais en revanche, les arguments qu'il avançait étaient, pardonnez-moi du terme, mais complètement foireux. Ça ne tenait pas du tout la route. Et du coup, il s'est complètement discrédité. C'est déconsidéré. Ah, totalement. Et ensuite, n'ayant pas réussi à prouver que la tête était authentique, il l'a redonnée à sa sœur, qu'il a ensuite transmise à ce couple qui nous l'a donné, prêté ou confié, on va dire, pour expertise. Et au bout d'un an de travail, quasiment à temps plein, 22 chercheurs. Oui, vous n'êtes pas tout seul sur le coup. Ah non, je ne suis pas tout seul. J'ai eu le plaisir de les diriger et de mettre la main à la pâte, bien sûr. Chercheurs autant scientifiques qu'historiens. Hein. On ne peut pas se passer des historiens pour le coup, mais des historiens purs et durs, c'est-à-dire avec une thèse d'histoire ou des archivistes paléographes, enfin voilà, des gens sérieux, même membres de l'Institut. Je pense à Bablon, qui est de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, ou Galland, qui est le conservateur des archives nationales. Donc voilà, des pointures qui nous aidaient pour mieux comprendre d'abord dans quel état est mort Henri IV, quelles étaient ses maladies, son aspect, donc pour mieux l'identifier sur le plan médico-légal, et également quelles ont été les vicissitudes de son crâne ou de sa tête ou de son corps en post-mortem, et notamment après le pillage des tombeaux de 1793. Il y avait des ambiguïtés, notamment le sciage du crâne. On ne s'expliquait pas le fait que cette tête... tout le monde n'avait pas un crâne scié à l'époque, en pratique, tout le monde ne l'avait pas. Alors c'est vrai que la notion d'absence de sciage du crâne, de procédé italien, on en a parlé, était assez tardif pour Henri IV, puisque c'est Lamartine qui en parle dans son Histoire des Girondins, mais en pratique, eh bien, on est allé fouiller directement dans les archives nationales sur les procès-verbaux d'ouverture des corps, et là il est bien mentionné que le crâne d'Henri IV n'est absolument pas scié au moment où on le déterre. Donc vous êtes persuadé que c'est celle-ci, enfin... Ah, c'est pas que je suis persuadé. On en est sûr là. La communauté scientifique et historique en est totalement sûre. Il y a encore quelques historiens qui contestent ça. C'est pas un historien, peu importe, c'est un journaliste qui conteste, mais peu importe. C'est toujours intéressant d'être contesté. D'une part, ça fait remonter certaines informations complémentaires. Et ça nous pousse... que les arguments sont valables. Malheureusement, dans le cas présent, il ne l'était pas. Il ne l'était pas. Merci infiniment, Philippe Charlier. On va visiter cette exposition avec vous, si vous voulez bien. Le livre de vous que vous recommanderiez plus simple d'accès peut-être pour les gens qui... Eh bien écoutez, il y en a un qui sort le 4 décembre, qui s'appelle Paris au scalpel. C'est une visite guidée de Paris, illustrée par mes soins et écrit par mes soins. Et vous allez apprendre dans chaque rue qui est mort, dans quelles circonstances, à la fois des crimes, des squelettes, des momies ou encore des avancées scientifiques centrées sur le corps mort. Ça s'appelle Paris au scalpel, aux éditions du Rocher. Aux éditions du Rocher. Merci infiniment, Philippe. Merci à vous.